On la surnomme le Caillou. Un caillou jeté au milieu du Pacifique, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Un caillou de jungle entouré du plus grand lagon du monde. Le paradis d'aujourd'hui et l'enfer d'hier. À la fin du 19e siècle, la Nouvelle-Calédonie est un bagne où l'on exile, à 17 000 km de la France, les criminels et les prisonniers politiques. Parmi eux, une femme, une révoltée, une héroïne des barricades, la célèbre Louise Michel. Condamnée pour avoir participé au mouvement insurrectionnel de la Commune qui a enflammé Paris en 1871, Louise Michel est déportée avec des milliers d'autres révolutionnaires sur la lointaine Nouvelle-Calédonie. Abattue par l'échec de son combat, elle va, en 7 ans d'exil, renouveler son idéal politique. Au bagne calédonien, Louise Michel s'accomplit dans l'anarchie. Ses mémoires, publiées en 1886, révèlent comment, dans cet archipel des antipodes, au contact des autres déportés et des populations autochtones, Louise Michel construit son mythe. Malgré un voyage éreintant de 4 mois, Louise Michel est fascinée par le spectacle de l'immensité de la mer et les paysages qu'elle découvre ce 10 décembre 1873. Quand la vieille frégate, la Virginie, passe enfin la barrière de corail et jette l'ancre dans la baie de Nouméa. La Nouvelle-Calédonie en 1873, ça ressemble un peu à ce qu'on a derrière moi. Beaucoup de nature, c'est très sauvage, il y a un peu de militaires, un peu de colons du côté de Nouméa, mais il y a essentiellement des prisonniers. Dans la baie de Nouméa, des presqu'îles servent de lieu de détention idéal. C'est sur celle de Ducos que débarquent la plupart des communards. C'est là que commence la détention de Louise Michel. Louise Michel appartient à cette catégorie des déportés qui sont enfermés en enceinte fortifiée. Mais en fait, c'est la presqu'île qui est une enceinte fortifiée à elle toute seule. Ils sont à proximité de la capitale de Nouméa pour pouvoir bien les surveiller. La vie pour les déportés ici est loin d'être idyllique. À aucun moment dans tout leur récit, ils ne parlent de la beauté des plages. C'est l'horreur absolue pour eux parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Il n'y a aucune activité intellectuelle, culturelle à ce moment-là en Nouvelle-Calédonie. Et donc, en plus, ils ne sont même pas soumis au travail. Donc, pour ces gens-là, pour ces intellectuels, rester à ne rien faire, c'est ça la prison. La plupart des déportés de la commune sont ces anciens intellectuels. On débat jusque tard la nuit, et Louise Michel n'est pas la moins exaltée. Sans communication avec le dehors, nous étions seuls avec l'idée. Ces débats contribuent à ancrer sa pensée politique qui devient profondément anarchiste. Mais parmi les 4000 communards condamnés à l'exil, tous ne sont pas dans cette prison à ciel ouvert. Ils sont environ 250, les plus lourdement condamnés, à être envoyés juste en face de Ducos, sur l'île Nou, là où se dresse le bagne des criminels. On se trouve dans une cellule type de l'époque du bagne. Les condamnés qui commettaient des méfaits pendant leur peine étaient écartés des autres et mis dans des cellules à part. Alors ils avaient droit à une paillasse comme celle-ci et puis ils pouvaient être attachés par le biais de cette barre et de cette entrave. Alors les conditions dans ces cellules étaient vraiment très difficiles. Il y avait d'abord le retranchement de pain, de vin. Donc on était juste à l'eau et on était complètement coupés du monde. Louise Michel apprend dans quelles conditions sont détenus ses camarades. Toujours prête à s'opposer à toute forme d'injustice, elle qui a été plusieurs fois emprisonnée, va tenir tête aux autorités. Elle va tout de suite s'insurger contre les mauvaises conditions de vie de ses camarades.
mais aussi contre les sévices qui sont infligés aux condamnés du bagne. Elle va beaucoup écrire à l'administration pour que ses camarades puissent bénéficier de meilleurs traitements de vie. Donc petit à petit, elle va inonder comme ça l'administration et elle va devenir une figure de la lutte pour de meilleurs traitements pour les condamnés. Non seulement Louise Michel prend la défense de ses camarades, mais elle fait partie de ces communards qui développent une vraie curiosité pour leur environnement. Sa relative liberté et ses conditions de vie lui permettent de s'émerveiller des crevasses, des pierres calcinées, des coraux et des montagnes alentours. Tout ici déracine l'être de lui-même, le silence profond, la solitude où la pensée frappe de ses ailes les sommets tourmentés des montagnes. Tout cela vous emporte loin, bien loin de votre existence. Louise Michel n'est pas une condamnée ordinaire. Elle obtient de l'administration un mandat pour mener une mission scientifique et part à la découverte de cette île qui l'enchante. À une centaine de kilomètres au nord de Nouméa, le parc des Grandes Fougères dévoile une nature omniprésente qui anime toujours les habitants de l'archipel. Cette fougère, c'est quelques spécimens qu'il y a là. C'est exactement le type de fougère, quand on vous parle du parc des Grandes Fougères, c'est elle. C'est une fougère arborescente. Parce que vous avez plein de petites fougères qui restent au ras du sol, mais celle-là, non, elle part comme un arbre, quoi. Et elle a un dessin extraordinaire. Là, elle a ses feuilles d'hiver encore, et bientôt, elle va diminuer son nombre de feuilles quand c'est l'été, à perdre les 3/4. C'est elle, les fougères, le parc des Grandes Fougères, on parle d'elle. Il y a parmi les bruyères roses, au sommet des hauts mamelons de la forêt ouest, d'énormes rochers écroulés comme des ruines de forteresses, des lianes aux feuilles fragiles, aux fleurs embaumées, voilant d'énormes mille-pieds qui s'enlacent comme des serpents. Louise Michel est éblouie par ce qu'elle voit. Les paysages, les plantes tropicales, les bananiers, les papayers. L'exil réveille en elle une passion pour la botanique. Et j'imagine que Louise Michel, j'ai quelques dessins, quelques photos, et je la vois bien, avec ces espèces de grandes robes blanches qu'ils avaient là, je la vois bien marcher, dessiner, faire des croquis. Elle a raison de dire que quand tu arrives en Calédonie, la première chose que tu vois, c'est la nature. À son ami Victor Hugo, Louise Michel écrit « On ne fait pas 6000 lieues pour ne rien voir et n'être utile à rien ». Son exil réveille aussi sa vocation d'ethnologue. Elle est fascinée par la population autochtone. Quand elle débarque sur l'archipel, ils sont environ 40 000 Kanaks sur l'île et certains sont enfermés avec elle. Alors que tout le monde les considère comme des sauvages, Louise Michel se passionne pour leur culture. Il faut 3 heures de route à travers la chaîne de montagnes qui fend la Grande Terre de part en part pour atteindre Point d'Imier. Aujourd'hui, l'identité kanak célébrée par Louise Michel perdure dans le fief de la tribu de Napoémiens, dont la case reste le symbole. Jéhudi Puidja est le petit chef de l'une de ces tribus. Il veille à la mémoire de l'identité kanak. Là, ici, vous voyez, on a une case typique de chez nous ici. C'est une case traditionnelle. Et là, vous pouvez voir, partout ici, on a les poteaux, là. Vous voyez, ça a été sculpté. Et toutes ces sculptures représentent les clans qui font partie de chaque tribu. Cette case, elle a été faite avec tout le matériau que nos anciens utilisaient à l'époque, jusqu'à nous aujourd'hui. Et on a souhaité faire ça pour ne pas perdre le savoir. Louise Michel se lie d'amitié avec un kanak, le jeune Daoumi, qui parle français. Il va lui apprendre des mots, des chants et des légendes qu'elle retranscrit dans un recueil. Elle y décrit aussi les femmes portant des pagnes courts en fibres végétales, enfilés sur des cordelettes, et les hommes vêtus seulement d'un étui pénien qu'on appelle le bagayou. Les colons, quand ils sont arrivés ici, ils nous ont apporté le tissu
avec les missionnaires, tout ça, et c'est là qu'ils nous ont dit il faut se vêtir, il faut plus rester, on va dire, dénudé, il faut porter du linge. Pour les garçons, il faut plus se mettre en bagaillou, les mamans pareil, plus se mettre avec les jupes, le corps nu en gros, quoi. Et le tissu est rentré dans le geste de la coutume pour que nos anciens puissent se vêtir, et c'est rentré dans la culture kanak aujourd'hui. Elle dit « J'espère apprendre aux Kanaks à nous égaler, ce qui ne sera pas aussi difficile qu'on pourrait le croire. Cette race qui s'éteint, au lieu d'être broyée, pourrait contracter des alliances avec la nôtre, ce qui produirait une nation intelligente et forte, du moins un peu plus que les nôtres, qui sont lâches et bien bêtes. » Mais cette alliance entre les deux peuples, tant désirée par Louise Michel, n'aura pas lieu. En 1878, une sanglante insurrection éclate. Les Kanaks se révoltent. Là encore, Louise Michel épouse la cause des opprimés. Elle voit dans le combat des Kanaks le soulèvement de la Commune de Paris. C'était justement à l'époque de la révolte des tribus. Et je passais près des camarades pour être plus Kanak que les Kanaks. À l'époque, au temps de la colonisation, les missionnaires ont repoussé tous les tribus dans les flancs des terres pour occuper les bonnes places, les terres, les grandes plaines, tout ça. Et quand ils repoussaient les gens au fond des tribus, ils parquaient les gens dans les montagnes. La révolte kanak va faire 200 morts côté européen et plus d'1 millier côté kanak. Louise Michel est consternée. Pendant ce temps, à Paris, on parle beaucoup d'elle. On demande sa grâce. À son avocat, en avril 1879, elle écrit « Plutôt mourir que de retourner avant une amnistie générale. » Le 11 juillet 1880, tous les condamnés de la Commune sont amnistiés. Louise Michel embarque sur un bateau qui la ramène vers l'Europe. Et quand celui-ci s'éloigne du rivage, elle aurait crié aux foules « Je reviendrai, je reviendrai ».